Salut, je suis Tacline, la ligne tactique, et bienvenue dans l'univers de RAS pour Résilience, Autonomie, Survie. Laisse-moi te présenter la seconde partie du bilan d'une victime. Si tu n'as pas vu la première, je t'invite à aller la voir, ça va te permettre de mieux comprendre ce qui va être dit ici. Attends, j'oubliais. Tu retrouveras un invité dans la vidéo, il s'agit de Vic Gazden, donc si tu aimes son intervention, retrouve-le sur sa chaîne directement. J'ai mis le lien dans la description. Tu pourras également me retrouver sur mon site internet que je viens de lancer. Il a un rôle complémentaire à cette chaîne avec des articles, des podcasts, des images et tout un tas de choses intéressantes. Donc si tu as envie d'aller plus loin, vas-y. Protag2A, une boutique familiale de vente d'équipements tactiques, est officiellement le partenaire de RAS. Pour l'occasion, tu vas pouvoir bénéficier d'un code promotionnel de 15% de réduction lors de ta première commande en utilisant le code TACLINE15. Donc, si tu as envie de faire le plein de matos en payant moins cher, tu sais où aller. Dernière nouvelle, on a Alpha Survie, une société qui organise, comme dit, des stages de survie, des stages bushcraft et des stages commando, qui a fait le choix de devenir également partenaire de la chaîne. Pour l'occasion, là encore, ils ont mis un code promotionnel de 20% de réduction avec le code RAS20, donc fais-toi plaisir. Laisse-moi te raconter une petite histoire avant de commencer. Si tu te balades sur mon site internet, dont je viens de parler juste avant, tu vas très vite voir une phrase qui dit « Quelques minutes de notre temps peuvent en sauver des milliers ». Cette phrase, elle est issue d'un moment charnière de mon existence. C'était durant ma première formation en premier secours civique de niveau 1, où j'ai appris la méthode de Heimlich. C'est une méthode qu'on utilise notamment pour un étouffement, qu'il soit partiel ou total. Durant cette formation, j'ai un homme d'une 50aine d'années qui s'est effondré et qui a commencé à pleurer au milieu de la salle. On n'a pas tout de suite compris pourquoi. Et en fait, il nous a expliqué. Il nous a dit qu'une trentaine d'années auparavant, sa sœur a subi un étouffement. C'était lors d'un repas de famille tout bête, sauf que à cette époque-là, autour de la table, personne ne savait quoi faire. Ils ont paniqué et ils ont mis du temps à appeler les services de secours. Résultat, quand eux ils sont arrivés, c'était trop tard. Et je me souviendrai toujours de la phrase qu'il a dit à ce moment-là. Il a dit « Si j'avais pris quelques minutes de mon temps pour apprendre cette technique, peut-être qu'elle serait encore là. » Et c'est de là qu'est né « Quelques minutes de notre temps peuvent en sauver des milliers. » Parce que je reviens sur une autre petite histoire. Lorsque ma mère est décédée, mon père a fait un massage cardiaque. Sauf que, avec le stress, l'adrénaline, la peur, il l'a fait sur le lit. Il faut savoir que quand on réalise un massage cardiaque sur une surface qui n'est pas dure, donc en l'occurrence un lit, eh bien le massage est inefficace. Quand les services de secours sont arrivés, ils lui ont fait la remarque. Et c'est quelque chose qui est resté et qui a trotté dans son esprit pendant encore de longues années jusqu'à sa mort. Il s'en est voulu, vraiment. Et moi qui étais petit, même moi je me suis dit, tiens, peut-être que j'aurais pu le savoir, j'aurais pu l'aider à ce moment-là, mais non. Donc, honnêtement, prends le temps de regarder ces deux vidéos. Prends le temps d'étudier le bilan d'une victime, parce que peut-être qu'un jour, c'est le fait d'avoir regardé ou non et d'avoir appliqué ce qui est dit ici ou non qui fera la différence entre le fait que tu regardes quelqu'un mourir ou alors plutôt que tu le sauves. Ok, donc là, on attaque avec le bilan respiratoire. Donc là, c'est simple, on essaye de trouver des difficultés à inspirer ou à expirer. On va également chercher s'il y a une obstruction brutale ou partielle, la fameuse OBVS dont j'ai parlé dans la première vidéo. Et on va essayer de voir s'il y a des bruits à l'inspiration ou à l'expiration, toujours, qui sont par exemple des sifflements, des gargouillis ou des glougloutements.
Tu peux également chercher des signes de traumatisme au niveau des poumons, comme une déformation par exemple, un balancement thoraco-abdominal ou du tirage. Le tirage, c'est visuellement une contraction du cou, comme si la personne cherchait son air. Les cyanoses également, donc une coloration anormale des extrémités due à un manque d'oxygène. Tu peux également noter les traces noires éventuelles autour du nez et de la bouche qui pourraient montrer une inhalation de fumée. Attention également à la confusion, l'anxiété ou les sueurs que tu pourrais remarquer sur la personne. Si tu sais faire, tu peux prendre une fréquence respiratoire en indiquant fréquence, régularité et amplitude, la méthode phare. Hey, salut, c'est Vic, merci Tackline pour l'invitation. Donc après avoir parlé bilan respiratoire, moi je vais vous parler un petit peu du bilan circulatoire, donc suite logique après le bilan respiratoire. Donc il y a des choses qui vont être assez visibles, assez évidentes, qui peuvent arriver à la victime. Donc, par exemple une hémorragie externe, une hémorragie extériorisée. Donc là bien sûr s'il y a un écoulement de sang, que ce soit une hémorragie artérielle ou une hémorragie veineuse, c'est quelque chose qui va être assez évident, que vous allez voir assez facilement sur la victime, sur lesquels vous allez pouvoir intervenir très rapidement, voire même parfois avant même de lancer l'alerte. Mais il peut aussi y avoir dans ce contexte de bilan circulatoire d'autres urgences qui seront un petit peu plus difficiles à déceler et pour lesquelles vous allez devoir aller à la recherche de certains signes cliniques. Donc par exemple, si vous constatez chez la victime de la pâleur, si la personne vous dit qu'elle a soif, qu'elle a vraiment soif, si vous voyez de la cyanose, c'est-à-dire les extrémités un petit peu bleues, un petit peu froides, si vous voyez des marbrures sur la peau, ou si même vous arrivez à trouver une tachycardie, c'est-à-dire si la personne a un pouls rapide, tout ça c'est plein d'indices qui vont être hyper utiles ensuite pour lancer votre alerte, pour prévenir les secours et qui seront très utiles par la suite à l'équipe médicale. Donc Tackline vous parlera sans doute par la suite de prise de pouls, de temps de recoloration cutanée, etc. Donc cette étape du bilan circulatoire va être assez importante parce que bien sûr si vous passez à côté de certaines choses, si la personne se vide de son sang de manière externe ou interne d'ailleurs, bien derrière elle risque de se mettre en choc, en état de choc hypovolémique, la personne bien sûr risque de ne plus avoir d'oxygène dans ses cellules, avec donc bien sûr un risque majeur de décès ensuite. Également à prendre en compte, la victime risque de se refroidir rapidement, donc ça risque ensuite de dégénérer encore vers d'autres risques d'hypothermie ou autres. Donc ce bilan circulatoire est vraiment à faire de manière sérieuse dans un bon déroulé. Et donc si bien sûr à cette étape on détecte une hémorragie majeure artérielle ou veineuse d'ailleurs, vous savez sûrement déjà la différence entre une hémorragie artérielle et une hémorragie veineuse. L'artérielle va être un petit peu pulsatile, c'est-à-dire que les giclées de sang vont suivre un petit peu le pouls, le sang va être beaucoup plus rouge clair, là où une hémorragie veineuse va couler beaucoup plus doucement, de manière beaucoup plus linéaire, avec un sang beaucoup plus rouge foncé. Donc ça ne va pas changer grand-chose concrètement, mais dans tous les cas, il va falloir que vous interveniez rapidement sur, bien sûr, une hémorragie avec les bonnes connaissances, le bon savoir-faire et le bon matériel. Donc on aura l'occasion de reparler de tout ça sans doute un petit peu plus tard et Tackline vous fera donc sûrement du contenu spécifique là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour moi sur cette petite introduction au bilan circulatoire. Je te rends la main Tackline. Merci pour l'invitation. Préparez-vous, équipez-vous et surtout formez-vous. A très bientôt. À toi Tackline. Merci Vic pour ton intervention. Quand tu dis que je vais parler de la TRC, le temps de recoloration cutanée et le pouls, qu'il soit radial ou carotidien, effectivement j'en parlerai, mais dans une vidéo dédiée aux gestes de secours. Là, on reste concentré sur le bilan. Si je devais enchaîner avec ce que tu viens de dire, je dirais également qu'il faut faire attention à ne pas focaliser sur la première blessure qu'on voit. C'est totalement normal et c'est induit par un effet qu'on appelle l'effet tunnel, dont je parlerai dans la vidéo gestion du stress. Mais ce n'est pas parce que la personne sur laquelle tu interviens a une hémorragie qu'il n'y a pas autre chose. Elle peut très bien avoir un trauma du rachis, une brûlure ou n'importe quoi d'autre. Donc, ne focalise pas sur la première chose que tu vois, car une blessure peut en cacher une autre. PQRST MHTA, bilan complémentaire. Qu'est-ce que c'est? Ici, on va affiner le bilan en utilisant cet acronyme qui se traduit par P égale provoqué par, donc qu'est-ce qui a provoqué la blessure? Q, c'est la qualité, est-ce que ça pique? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça lance ou est-ce que ça brûle? R, c'est la région du corps, est-ce que c'est la main droite ou est-ce que c'est l'épaule gauche? S, c'est la sévérité, sur une échelle de 0 à 10, 0 étant aucune douleur et 10 la pire douleur jamais ressentie. T, c'est le temps. Depuis combien de temps? Est-ce que ça fait 5 minutes ou est-ce que ça fait 5 heures? Le MHTA, c'est maladie, hospitalisation récente, traitement en cours et allergie. Ce moyen mémotechnique va te permettre d'avoir une vision claire du problème. La particularité, c'est qu'il va falloir faire un PQRST pour chaque plainte. Bien entendu, le MHTA, lui, va rester identique. Mais si par exemple, la personne se plaint d'une douleur à la cheville, tu vas faire un PQRST. Si
cette personne se plaint également d'une douleur à l'arrière du crâne, tu vas faire un autre PQRST pour cette douleur-là. Si la personne s'est coupée au niveau de l'avant-bras, eh bien là pareil, tu vas refaire encore une fois un PQRST. En fait, tu vas retrouver à chaque fois un PQRST unique pour une plainte. Chaque plainte a son PQRST. Le moment où tu passes ton appel dépend de la situation. Dans certains cas, tu vas d'abord devoir réaliser des gestes de secours. C'est le cas par exemple lors d'une hémorragie, lors d'une obstruction brutale des voies aériennes supérieures. Et dans d'autres cas, admettons la RCP, la réanimation cardio-pulmonaire, donc dans le cas d'un arrêt cardiaque, là tu vas devoir alerter avant de commencer la RCP, tout simplement parce qu'une fois qu'elle a commencé, elle ne doit pas être interrompue. Dans d'autres cas, tu peux transmettre une version sommaire aux secours et la terminer le temps qu'ils arrivent sur place pour leur transmettre une version plus complète. Tu peux aussi te retrouver à directement finir ton bilan avec l'assistant régulateur directement au téléphone. À noter également que si la situation change entre le moment où tu as passé ton appel et le moment où les secours sont sur place, rien ne t'empêche, et c'est même ce que tu dois faire, d'appeler une nouvelle fois les secours pour leur transmettre les nouvelles informations. Eux ne sont pas au courant de ça, ok ? Tu t'imagines sûrement que réaliser le bilan d'une victime est un processus très long qui va empêcher une alerte précoce. Mais en réalité, beaucoup de questions trouvent leur réponse juste en voyant la personne. Si le déroulé est bien maîtrisé, un bilan comme celui présenté ici est fait rapidement. À noter que lors de l'appel, ton interlocuteur sera là pour t'aider. Il va t'orienter si tu es perdu et il sera également là pour te conseiller. En maîtrisant ton sujet, tu vas tout simplement économiser du temps en cherchant par toi-même à répondre aux bonnes questions. Tu permets au secours de vite comprendre la situation, ce qui engendre un gain de temps non négligeable. Autre petite chose, le déclenchement des secours se fait dès le début de l'appel. Beaucoup de personnes imaginent que les équipes ne sont prévenues qu'après avoir raccroché. Mais dès les premiers éléments concrets, adresse, nombre et état des victimes, l'opérateur téléphonique va directement déclencher l'intervention. Puis il rajoutera des informations sur la situation alors même que la cavalerie est en route. Je te place ici un moyen mémotechnique pour passer un appel correct au secours. Il en existe bien sûr d'autres sur le net. Il s'agit du « je suis »,« je vois »,« je fais »,« je suis en mesure de » et « je demande ». Donc le je suis, c'est qui je suis moi en tant qu'intervenant. Mes éventuelles compétences en secourisme, est-ce que je suis un simple passant ou bien est-ce que je suis médecin? Le je suis, c'est également le numéro de téléphone depuis lequel j'appelle, mais aussi l'adresse, une adresse précise du lieu de l'accident, avec des points de repère. À telle adresse, juste à l'angle de l'église, au niveau de l'arrêt de bus qui s'appelle un tel, etc. Je vois, c'est le bilan circonstanciel. Donc, depuis quand c'est arrivé, si tu as vu toute la scène ou non, le nombre de victimes, leur état, préciser s'il y a des victimes sensibles, enfants, personnes âgées, femmes enceintes, personnes en très gros surpoids. À ce stade, ils ont déjà les bonnes informations pour déclencher l'intervention. On peut continuer avec le bilan d'urgence vitale. Après le bilan d'urgence vitale, on part sur le « je fais ». C'est donc ce que j'ai déjà pu faire comme geste. Par exemple, stopper une hémorragie, j'ai fait une PLS, j'ai fait la manœuvre de Heimlich, etc., etc. Je suis en mesure de va permettre de parler de ce que tu comptes faire ou peux faire dans le futur. Par exemple, je suis en mesure de continuer la surveillance de la victime. Tu peux aussi dire je ne suis pas en mesure de faire cela car je suis seul, ou il y a plusieurs victimes, ou je ne me souviens plus de la technique. Je demande, c'est là où tu demandes bien entendu un renfort médical, mais également le moment pour préciser s'il y a besoin d'équipes plus spécialisées pour découper une voiture par exemple, ou bien un renfort police en fonction de la situation. C'est aussi le moment de poser des questions. Si tu as un doute sur une technique réalisée par exemple, c'est le bon moment. Et bien entendu, tu termineras par demander si tu peux raccrocher, tu ne le fais pas de toi-même. À ce stade de la vidéo, tu as toutes les cartes en main pour réussir un bilan correct d'une victime. On va tenter d'aller un peu plus loin, avec des petits conseils en plus. Déjà, si tu ne vois pas de détresse vitale apparente qui t'orienterait vers un neurologique ou vers un circulatoire, eh bien commence par le respiratoire, comme nous le montre la méthode ABCDE, Airways, Breathing, Circulation, Disability and Exposition. Comme mon anglais magnifique vient de te le montrer, Airways est au début. Tout simplement parce que c'est très simple et rapide de venir bilanter les voies respiratoires et ça te permet d'éviter d'avoir une victime qui claque entre tes mains. Attention, là on sort clairement du cadre du bilan d'une victime simple et on commence même à toucher à des concepts comme le damage control. Le damage control, pour ceux qui ne savent pas, c'est une méthode qui nous vient à la base de la marine américaine et qui désigne la capacité d'un navire à gérer par lui-même ses propres dégâts et ses propres avaries pour soit continuer la mission, soit rentrer au port. Dans un contexte de secourisme comme ici,
c'est un principe de gestion et d'organisation des lésions qui se base sur 3 grands domaines que sont la gestion des hémorragies, la gestion du risque infectieux et la gestion des différentes urgences vitales. Si tu ne dois retenir qu'une seule chose ici, c'est de garder la même structure, et ce, en tout temps et en tout lieu, quoi qu'il arrive. Tout simplement parce que c'est ça qui va te permettre d'éviter d'oublier des choses. Bien entendu, tu vas devoir la driller, donc t'entraîner très régulièrement avec, de manière à pouvoir la ressortir de manière naturelle, et ce, même sous stress intense. Sache également que avoir la même structure en permanence va te permettre aussi de pouvoir reprendre exactement là où tu en étais si tu es dérangé, ce qui sera le cas notamment si tu interviens dans un endroit public où les gens autour vont être curieux, vont vouloir savoir ce qui s'est passé, peut-être qu'ils voudront t'aider ou peut-être qu'ils sont tout simplement paniqués, donc ils vont venir t'interrompre durant ton bilan. Si jamais tu as la même structure, pareil, tu vas pouvoir reprendre au même endroit. Et c'est plutôt cool. Cette série de 2 vidéos avait pour but de te présenter le bilan d'une victime. Et bien qu'il ait été simplifié, je conçois aisément qu'il reste complexe, surtout pour des gens qui ne sont pas dans le domaine et qui ne font pas ça tous les jours. Donc, sens-toi libre de prendre ce que tu trouves intéressant. L'important, c'est que tu agisses en sécurité pour toi et pour la victime et que tu préviennes les secours. Le reste, c'est du bonus. Pareil, je tiens à préciser que tout ce qui est gestes techniques ne sont à faire que si tu sais les faire. Si tu ne sais pas, tu t'abstiens. On en revient à une règle très intéressante qu'on retrouve que ce soit à l'armée ou en sécurité privée ou même chez les pompiers, qui est un doute, pas de doute. Donc quand tu n'es pas sûr de quelque chose, eh bien soit tu t'entraînes en amont pour être sûr, soit tu poses la question. Ne fais pas un truc dont tu n'es pas sûr à 100%. Ça peut engendrer des problématiques plus graves après. Et souviens-toi qu'en tant que primo-intervenant, tu es le premier maillon de la chaîne de secours. Si toi, tu merdes, c'est tout le reste de la chaîne qui va devoir rattraper tes erreurs. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre le temps d'observer encore plus attentivement ces 2 vidéos. Va te former, fais des trucs tout autour, apprends, car souviens-toi, quelques minutes de notre temps peuvent parfois en sauver des milliers. Make the booty bounce on the dance floor.